Ça fait 1 an que j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Et c'est le moment de faire un point route. Je me suis dit que ce serait intéressant de partager mon expérience en totale transparence sur le lancement de ma chaîne YouTube. Quelle stratégie adopter, les choses que j'ai faites, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Dans cette vidéo, on va pas parler de setup, de logiciel de montage, non, tout ça, on s'en fout. On va plutôt parler de se lancer sur YouTube, mais d'un point de vue 100% stratégie marketing. Vous allez donc pouvoir suivre mes choix, mes orientations, et participer à mes réflexions au fur et à mesure où je découvre le fonctionnement de la plateforme. Vous pouvez même me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Je commence à m'intéresser sérieusement au sujet du YouTube Game, donc cette vidéo est la première d'une série sur le YouTube Marketing. Si vous voulez suivre l'évolution de ma stratégie, abonnez-vous, sonnez les cloches, c'est parti. Alors pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube? Quel était mon objectif? Je commence par ça parce que en fait votre objectif va changer radicalement les actions à entreprendre. Alors voilà les différents objectifs lorsque vous vous lancez sur YouTube. 1. Vous voulez utiliser YouTube pour promouvoir un business externe. 2. Vous voulez monétiser une audience avec les vues et AdSense. 3. Vous voulez monétiser une audience avec des placements de produits. Et 4. Vous voulez monétiser une audience en demandant des dons. Je ne vais bien sûr parler que de mon cas et en l'occurrence il s'agit de l'objectif numéro 1, c'est-à-dire faire la promotion d'un business externe. Alors bien sûr il y a plein de règles générales qui sont valables pour tous les objectifs, mais moi à mon stade j'ai déjà distingué des différences majeures qui changent absolument toute la physionomie de la stratégie à mettre en place. À la base, moi, en dehors de YouTube, j'ai une expertise marketing digital et growth. Donc en premier lieu, je souhaitais simplement utiliser YouTube pour faire de la visibilité à moi et mon agence. Deuxièmement, cela me permettait tout simplement de mettre un pied sur YouTube, d'apprendre d'une plateforme que j'avais jamais utilisée, ni pour mes projets perso, ni pour des clients. Étant un adepte de l'inbound marketing, je voyais YouTube juste comme un autre moteur de recherche. L'inbound marketing, si vous ne maîtrisez pas le terme, en très gros, c'est de proposer du contenu à forte valeur ajoutée pour des clients potentiels sur des sujets directement liés à votre activité ou connexes. Le but, c'est de créer une relation de confiance pour éventuellement les convertir en clients par la suite en utilisant toutes sortes de méthodes. Pour moi, YouTube, c'était juste le deuxième moteur de recherche au monde après Google, avec quand même 3 milliards de recherches par mois. Donc faisant beaucoup de SEO, je comptais pas du tout laisser passer ça. Chaque jour, des gens font des requêtes dans YouTube en exprimant un besoin marketing digital. Si je peux être la personne qui va les renseigner et devenir une référence dans le domaine, je dis oui. Et d'ailleurs, contrairement au contenu qu'on peut trouver après une recherche classique Google en tombant sur des blogs, je trouvais l'offre sur YouTube assez pauvre en qualité. Surtout en francophone où plein d'infopreneurs squattent les meilleures places. Et sans vouloir clasher qui que ce soit, dans la plupart des cas, disent juste de la m***. Voilà donc mon point de départ. Il y a aussi l'évidence que la vidéo prend de plus en plus de place dans la consommation de contenu. Moi-même, j'ai de plus en plus la flemme de lire un article de blog. Alors les générations plus jeunes, je veux même pas imaginer. Si vous et votre expertise, vous n'investissez pas votre secteur d'activité sur YouTube, d'autres le feront. Et faudra pas se plaindre que c'est nul. Je me suis donc lancé dans la création de contenu. Et pour moi, YouTube était un canal de diffusion intéressant, mais c'était juste un canal supplémentaire pour pouvoir recycler mon contenu. Bien sûr, comme vous pouvez le deviner, j'avais un peu tort. Mon objectif avec la chaîne est donc la promotion d'un business externe. Soit. Maintenant, on arrive à une autre question cruciale avant de lancer sa chaîne YouTube. Êtes-vous prêt ou post-product market fit avec votre business? J'insiste énormément là-dessus dans mes vidéos, mais il faut comprendre que c'est vital. Le product market fit, c'est quand votre produit ou votre offre rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. 3 éléments à aligner. J'en parle justement dans ma toute première vidéo il y a 1 an parce que c'est la base de tout. Si vous n'avez pas de product market fit, vous devez juste faire venir un flux constant de leads ou d'utilisateurs pour pouvoir faire des tests et le trouver. Mais vous n'êtes pas censé lancer justement les grosses opérations marketing. Ça équivaudrait à remplir un panier percé. Moi par exemple, si le produit c'est moi, Yann Leonardi, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore trouvé mon product market fit. Je commence bien sûr à avoir des bonnes pistes maintenant, on en reparlera, mais quand j'ai lancé ma chaîne, j'en avais justement aucune idée. Je partais juste d'une expertise très généraliste sur le marketing digital. Le site de l'agence proposait des prestations généralistes, pas de page produit, pas de funnel, juste un formulaire de contact. Je me laissais donc la possibilité de développer la partie personal branding et creuser les spécialités qui me plairaient sur un besoin identifié et rencontré par mon audience. Je me laissais aussi la possibilité de créer des opportunités avec cette visibilité nouvelle. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et je comptais bien sur mes différents canaux de diffusion pour me donner des insights et trouver ce product market fit. Donc, en résumé, je voulais commencer à créer une audience, tester les types de contenus,
les types de formats sur les différents canaux qui sont YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, le SEO, l'emailing, les podcasts, etc. Et bien sûr, prendre des positions éventuellement. Pour trouver mon product market fit, j'avais pour commencer une stratégie globale de création de contenu. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille de faire avant de se lancer sur YouTube. Donc mon sujet étant marketing digital, les content pillars, enfin les piliers de contenu de ce thème sont le SEO, le content marketing, le growth hacking, les réseaux sociaux, les stratégies marketing, etc. Un contenu généraliste donc pour une stratégie inbound marketing. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de commencer par diffuser exactement le même contenu sur toutes les plateformes pour comprendre les différences de chaque canal et les spécificités pour toucher le plus d'audience possible. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus long que de se concentrer sur un canal et on perd énormément en efficacité. Mais ça a 3 avantages. Premièrement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Deuxièmement, explorer sur quel canal vous pouvez obtenir les meilleurs résultats. Et troisièmement, pouvoir toucher les mêmes personnes sur différents canaux, ce qui renforce le sentiment d'omniprésence, de référence du domaine. Si votre objectif absolu est juste de faire grossir votre chaîne YouTube, alors dans ce cas, bien sûr, il faudra tout miser sur la chaîne. C'est justement la différence principale avec l'objectif de monétiser votre chaîne avec les vues et AdSense par exemple. Pour reprendre un exemple que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo marketing de PNL, le lien est dans la description. Le groupe PNL ne diffuse pas ses clips sur toutes les plateformes, mais uniquement sur YouTube. Les autres canaux comme Facebook par exemple servent à renvoyer les gens vers YouTube. Ils utilisent même de la publicité Facebook pour renvoyer des gens sur YouTube quand ils sortent un nouveau clip. Et on va voir pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Voilà donc comment j'ai fait pour chercher mon product market fit avec YouTube. J'ai commencé par faire une série de vidéos qui posaient les bases du marketing et de la growth. Stratégie de contenu généraliste donc. J'avais de toute façon besoin de ces vidéos pour les concepts principaux. Et surtout pour exposer des points de vue qui me sont propres afin de pouvoir m'y référer constamment par la suite. Le framework R, les content pillars, le product market fit, les types de business, les clients dont vous ne voulez pas, etc. Il s'agit de vidéos généralistes où j'aborde des sujets divers du marketing digital pendant 10 minutes. Là, le modèle, c'était un peu les vidéos à la Neil Patel. Pour la forme, à ce niveau, j'avais juste besoin de montrer un peu d'éléments de différenciation, histoire de sortir de l'ordinaire. D'où le fond jaune qui pique les yeux, mais qui au moins remplit sa fonction première, faire en sorte qu'on s'en rappelle. Une des vidéos de cette série a rencontré plus de succès que les autres. Beaucoup plus d'intérêt et de retours positifs. La vidéo sur la stratégie de contenu réseaux sociaux de la marque Le Slip Français. J'ai compris à ce moment-là que balancer des théories et des concepts abstraits c'était très bien, mais prendre un exemple concret que tout le monde connaissait c'était beaucoup mieux. Autre enseignement de cette série, le générique était beaucoup trop long et je perdais la plupart des gens pendant. J'ai donc entamé une nouvelle série de vidéos, des analyses marketing de cas concrets, la série Marketing 2. En prenant des produits de toutes sortes que je trouvais riches en enseignements. PNL, Starbucks, Stranger Things, etc. Il se trouve que j'avais beaucoup de choses à dire sur ces cas-là et que j'ai fait des vidéos plus longues, mais c'était pas voulu. Et j'ai pu remarquer une augmentation considérable du watch time, la durée de visionnage. J'ai lancé en parallèle 2 autres formats, un peu à la Combini, 3 minutes genre, les tops et les une erreur, un type. Des formats beaucoup plus dynamiques et taillés pour des visionnages sur mobile. En diffusant donc ces vidéos, j'ai découvert certaines contraintes du canal YouTube. Les spécificités de la plateforme qui, par design, imposent un certain type de contenu. Au même titre qu'il est absolument plus possible de proposer des posts Facebook qui ne sont pas engageants, eh bien, premièrement, YouTube ne peut absolument pas être vu comme juste un moteur de recherche. Même si c'est votre objectif d'apparaître dans les résultats de recherche, vous ne pourrez pas du tout ressortir dans les résultats si vous ne jouez pas le jeu de l'algorithme YouTube. Il faut se lancer dans le YouTube Game, c'est obligatoire. Par contre, très important, il ne faut pas pour autant tomber dans les vanity metrics, c'est-à-dire les chiffres qui flattent l'ego personnel. Je répète ça très souvent à mes clients, mais c'est très facile de faire gonfler ces chiffres en dénaturant son contenu. Par exemple, pour un post Instagram, c'est très tentant de mettre plein de hashtags tendances qui ont pourtant rien à voir ni avec votre audience cible, ni votre activité. Vous pouvez aussi mettre des citations bateau de Paulo Coelho si vous voulez des likes, c'est sûr ça va marcher. Bien sûr, vous aurez plus de visibilité, plus de likes, mais de qui ? Sur YouTube, vous pouvez tout à fait envisager de faire des vidéos du genre « Comment Norman est devenu millionnaire » et toutes sortes de sujets pour ratisser le plus large possible. Évidemment, vous allez avoir plus de vues et plus d'abonnés, mais est-ce qu'ils vont appartenir à votre audience cible ? Non, bien sûr. Je vous renvoie à ma vidéo sur les clients dont vous ne voulez pas, le lien dans la description. Car ces personnes, non seulement elles ne vont pas convertir, mais en plus, elles vont vous donner des feedbacks sur votre contenu. Et comment faites-vous par la suite pour faire la différence entre un feedback de quelqu'un qui est dans votre audience cible et un feedback d'un
touriste pur. La plus grosse des erreurs selon moi sur YouTube est de croire que plus vous avez de personnes au début d'un entonnoir de conversion et plus vous en aurez à la sortie. Il n'y a évidemment aucune relation mathématique entre ces deux chiffres. Vous pouvez avoir bien plus de conversions avec 20 000 abonnés et une audience parfaitement ciblée que 200 000 abonnés en tapant dans tous les coins. Par conséquent, ce qui est dur, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Et c'est ça que je compte bien découvrir. À quel niveau il faut se situer entre jouer le jeu de l'algorithme et éviter des clients dont vous ne voulez pas. Pour jouer le jeu de l'algorithme, voilà la liste des choses que vous ne pouvez pas éviter selon mon expérience. 1. Des previews et des titres un peu putaclic. Effectivement, le taux de clic sur votre résultat, ce qu'on appelle le CTR, joue beaucoup dans l'algorithme de YouTube. Vous ne pouvez pas vous permettre de la jouer trop soft sur ce point-là. Et sur mes tout premiers tests, les résultats peuvent varier du simple au double. Deuxièmement, le watch time d'une vidéo, ce qui signifie qu'il faut construire ces vidéos dans le but de maintenir au maximum l'attention du spectateur. Il faut donc des images, de la musique, des événements ponctuels, un teasing au début et surtout pas d'intro, rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai effectivement remarqué que sur mes 10-15 secondes d'intro habituelles, je perdais juste 50% de l'audience. Ma dernière vidéo n'a pas d'intro et j'ai la même courbe mais 30% au-dessus. Ce qui facilite surtout les choses, c'est les vidéos longues, voire très longues, pour peu que vous arrivez à maintenir l'attention. Je pense donc qu'a priori, les petits formats que j'ai testés n'ont pas un grand avenir sur ma chaîne YouTube. Car même avec une bonne rétention, le watch time n'excède pas les 2 minutes pour une vidéo de 3 minutes. Ces vidéos, je les utiliserai plus sur Facebook ou LinkedIn en natif, je pense. 3. Le watch time global de votre chaîne. YouTube veut garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Par conséquent, elle récompense les chaînes qui participent à ce boulot-là. Si vous pouvez faire en sorte qu'après avoir visionné une de vos vidéos, une personne puisse passer à une autre vidéo de votre chaîne, puis une autre, là c'est le Graal. 4. Le lancement d'une vidéo. Il s'agit d'un moment crucial, car c'est à ce moment-là que les premières données arrivent à l'algorithme. Et il va décider de recommander ou pas votre vidéo à une audience similaire. Et ce label avantageux de nouveauté dure très peu de temps, 48 heures. Par conséquent, vous devez tout faire pour faire venir le plus de monde possible rapidement sur votre vidéo. Et c'est justement là la limite de ma stratégie de contenu multicanal que je faisais jusque-là. Par exemple, dernièrement, un rappeur hindou a battu tous les records de vues en 24 heures. Comment il a fait? Eh bien, avec sa maison de disques, ils ont payé une tonne de pubs pour amener un maximum de monde sur la vidéo YouTube au moment de sa sortie. Ce qui a suffi pour que l'algorithme s'emballe complètement et montre la vidéo à tout le monde. 5e apprentissage, l'engagement. Comme toutes les autres plateformes, YouTube veut des gens engagés pour la rétention avec des likes et des commentaires. Alors, à vous de trouver des formes de contenu, des astuces pour pousser votre audience à participer. Mais surtout, il faut essayer de créer une connexion avec l'audience, être authentique et pas proposer un contenu impersonnel. Ce que l'on a justement souvent tendance à faire lorsqu'on fait la promo d'un business extérieur. Et moi le premier d'ailleurs. 6. Oubliez les outils de growth automatique. Ce genre de réflexe revient très vite pour un marketeur qui découvre une nouvelle plateforme. Il veut répliquer les techniques qui marchaient ailleurs. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. J'avais donc un robot qui allait s'abonner à des chaînes qui avaient manifesté un intérêt pour des sujets qui intéressent mon audience cible. Alors il y a des robots qui peuvent même aller mettre des commentaires, mais c'est vraiment une technique super crade que je faisais pas. On passe un peu pour un rigolo si on fait ça. Bon, dans tous les cas, il s'agit de techniques qui marchent, et c'est vrai. Avec un robot, je suis en mesure de gagner quelques abonnés en plus par jour. Mais en faisant les calculs rapidement, on comprend vite que c'est pas ça qui va vous faire passer un step. Si j'avais continué, je serais peut-être aujourd'hui à 2000 abonnés, au lieu de 1300 actuels, mais ça changerait pas grand-chose. Donc mon conseil, laissez tomber et se concentrer sur le contenu. 7e et dernier point, faire très attention avec AdWords. J'ai testé, j'ai essayé de montrer mes vidéos auprès d'une audience cible marketing compatible. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr, ça fait plus de vues et plus d'abonnés, mais déjà c'est cher et surtout ça fait chuter le CTR grave, le taux de clic. Pour une même vidéo, en laissant marcher l'algorithme, j'avais un CTR de 8-9%. Et avec AdWords, pourtant sur des audiences très ciblées, ce chiffre chutait à 1%. Donc j'ai bien peur que faire de la pub AdWords sur vos vidéos pourrisse un peu vos stats et vous plombe par rapport à l'algorithme YouTube justement. Cela peut être par ailleurs une bonne idée d'utiliser AdWords, mais pour une vidéo spécifique, une vidéo prévue spécifiquement à cet effet, ou avec un objectif de conversion. Donc je testerai ça et je vous en parlerai. Je vais donc essayer de mettre ces observations en application sur ma chaîne et je reviendrai très vite avec une nouvelle vidéo pour cette série YouTube Marketing. Je vous montrerai ce que j'ai tenté, ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Alors, si vous voulez suivre l'évolution de ma stratégie YouTube, abonnez-vous, en sonnant les cloches bien sûr. Si vous voulez m'aider à me faire bien voir de l'algorithme de YouTube, mettez des pouces, un petit mot. Et surtout, si vous avez d'autres pistes de réflexion pour ma stratégie, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi d'avoir un point de vue extérieur. À bientôt, ciao!